Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un séisme politico-judiciaire en Italie, l'opération Mani Pulite, il y a 30 ans, traduisait opération main propre. En 1992 et 1993, alors que l'Italie affronte déjà les attentats mafieux et la crise économique, un petit groupe de magistrats milanais, déterminés et galvanisés par un immense soutien populaire, révèle le plus vaste système de corruption jamais mis au jour en Italie, un système dont les partis politiques ont tiré de substantiels et occultes revenus. Tout commence par une petite affaire dans une maison de retraite milanaise. Suivront 2 années d'investigation et de procès, à l'issue desquels aucun des partis qui ont gouverné le pays depuis l'après-guerre ne survivra. Plus qu'une série d'enquêtes judiciaires, l'opération main propre ébranle le système politique, institutionnel et économique italien. Mani Pulite, ce sont 4000 mises en examen d'entrepreneurs, de politiques et de fonctionnaires. Ce sont aussi 700 condamnations et 41 suicides. Une crise qui mettra en selle Silvio Berlusconi, lui aussi rapidement rattrapé ensuite par les affaires. Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Briquet, directeur de recherche au CNRS et à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire de la République italienne. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonsoir, une nouvelle nous est parvenue cet après-midi d'Hammamet en Tunisie. Bettinocratie est décédé, il avait 66 ans. Une nouvelle qui frappe tout le monde, ses amis certes, mais aussi ses détracteurs qui étaient nombreux. Bettinocratie est mort d'une complication cardiaque. Vous vous souvenez peut-être que ces dernières semaines, il avait subi une opération chirurgicale très délicate. Son décès marque certainement la sortie de scène de l'un des personnages les plus controversés, voire les plus polémiques de la scène politique italienne de ces 20 dernières années. Craxi a été président du Conseil pendant 4 ans, et puis le séisme Tangentopoli qui l'a directement touché, et enfin son départ pour Hammamet il y a 5 ans. 19 janvier 2000, Bettinocratie, figure majeure de la politique italienne, n'est plus. L'ancien président du Conseil n'est pas mort dans un grand hôpital milanais ou romain, comme son rang aurait pu le laisser penser, mais en Tunisie. En 1995, ce socialiste a quitté son pays pour fuir la justice. 8 ans auparavant, il était au cœur d'un scandale de corruption nationale qui avait pourtant commencé par une banale histoire de dessous de table. « 17 février 1992, 17h30. Luca Magni, 32 ans, patron d'une entreprise de nettoyage, se présente au 8 de la rue Marostica à Milan. L'adresse est celle de Pio Albergo Trivulzio, une maison de retraite bien connue des Milanais, installée dans une élégante bâtisse du XVIIIe siècle. Magni a rendez-vous avec le directeur de l'établissement, Mario Chiesa, qui se trouve aussi être un membre influent du Parti socialiste italien. Chiesa a de l'ambition, il ne s'en cache pas. Il rêve de devenir maire de Milan. Luca Magni patiente, pendant que son hôte termine une conversation au téléphone. Le jeune entrepreneur est nerveux. Il doit remettre 14 millions de lire à l'homme politique, l'équivalent de 7 230 €, soit 10% d'un appel d'offres que Magni veut gagner. Il tend à Chiesa une enveloppe contenant 7 millions de lire. Pour le moment, il ne peut pas faire mieux, se justifie-t-il. Quand m'apporterez-vous le reste, s'enquiert le socialiste impassible. La semaine prochaine, assure Magni. Et il se retire. Mais en descendant l'escalier, il croise une équipe d'enquêteurs qui montent cueillir le directeur. Mario Chiesa comprend tout de suite qu'il est tombé dans un piège. Pris en flagrant délit, il est arrêté. Parmi ceux qui lui passent les menottes, il y a le jeune juge Antonio Di Pietro. Il a méticuleusement préparé son coup avec Luca Magni, qui avait fini par s'adresser aux forces de l'ordre, fatigué de devoir payer des pots de vin, comme il le raconte en 2017. On va faire comme ça. Avant d'aller déposer l'argent, tu passes d'abord chez moi. Et il est venu chez moi. Tous les 100 000 lire, j'ai apposé ma signature sur les billets. Et nous sommes allés amener l'argent.
Avec Magni, il y avait un de ses amis qui était carabinier. Moi aussi, je les ai accompagnés, mais je les ai attendus dehors. Magni est entré, il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il a eu fini, il est sorti et moi je suis entré. J'ai montré ma carte à Mario Chiesa et je lui ai demandé d'ouvrir son tiroir. On a ouvert le tiroir, il y avait une liasse de billets et il m'a dit non, mais il est à moi cet argent. Alors je lui ai répondu, ah non, il est à moi, regarde là, c'est ma signature. Et voilà comment commence l'enquête. Avant d'être embarqué, Chiesa demande d'aller aux toilettes. Il jette des liasses de billets dans la cuvette et tire la chasse. Une tentative désespérée de faire disparaître un autre pot de vin encore plus important, empoché peu avant. On l'a pris les doigts dans le pot de confiture, dira Antonio Di Pietro. Peu après 22 heures, une courte dépêche d'agence tombe comme un coup près et annonce « Un responsable socialiste est sous les verrous pour avoir touché un dessous de table ». Le lendemain, les journaux reprennent la nouvelle. Sans emphase particulière, après tout, c'est une affaire de corruption comme il y en a beaucoup en Italie à l'époque. Et qui aurait pu s'arrêter là, comme tant d'autres. Mais c'était sans compter sur le flair et la pugnacité d'Antonio Di Pietro. Le magistrat milanais, substitut du procureur, alors complètement inconnu, est un ancien flic. Et il est particulièrement doué pour l'investigation. Il cuisine Chiesa, qui refuse de parler. Alors il fouille. Et il finit par retrouver notamment la trace de 2 comptes bancaires de Chiesa en Suisse. Chacun porte le nom d'une eau minérale. Di Pietro appelle l'avocat du socialiste et lui dit « Dites à votre client que c'est fini, l'eau minérale. » Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire, s'étonne l'avocat. Le juge insiste « Dites-lui juste ça, dites-lui il n'y a plus d'eau minérale, il comprendra. » À la même période, la campagne pour les législatives d'avril 92 bat son plein. Et l'affaire Chiesa est évidemment du plus mauvais effet pour le Parti socialiste. Dès le lendemain de son arrestation, dans un communiqué de presse, le PSI, Parti socialiste, s'empresse de lâcher sa brebis galeuse. Le 3 mars, Bettino Craxi, alors premier secrétaire du parti, lui assène le coup de grâce dans une intervention en direct sur la RAI, la télévision publique italienne. Dans cette affaire, malheureusement, je suis une des premières victimes. Je cherche à créer les conditions pour que le pays ait un gouvernement qui affronte les années difficiles qui nous attendent. Et je me retrouve avec une crapule qui jette une ombre sur toute l'image d'un parti qui a mis l'an en 50 ans dans l'administration de la mairie, dans l'administration des organismes municipaux. Pas en 5 ans, en 5 ans. N'a jamais vu un administrateur condamné pour des délits graves commis contre l'administration publique. Le numéro 2 du PSI et ministre de la Justice, Claudio Martelli, en rajoute une couche en traitant Mario Chiesa de voleur. Pour Vittorio Craxi, le fils de Bettino, c'est un escroc doublé d'un idiot. Parce que prendre des rétrocommissions déjà, ce n'est pas très recommandable, mais en plus se faire prendre la main dans le sac, c'est double peine. Depuis le fond de sa cellule, Mario Chiesa enrage. Alors, le 23 mars 92, après 5 semaines de détention préventive, lâché par les siens, acculé par un juge d'instruction qui accumule les éléments contre lui, l'homme politique se met à table. Ainsi, il raconte avoir reçu des pots de vin non seulement de Magni, mais de dizaines et de dizaines d'entreprises depuis une vingtaine d'années. Il explique le favoritisme, les appels d'offres truqués. Di Pietro prend note, mais il doit l'interrompre, cette enquête, pour la tenue des élections. Résultat, les 2 grands partis de gouvernement, le Parti socialiste et la démocratie chrétienne, classés au centre droit, se présentent comme assis sur une punaise. Face à eux, un tout jeune parti régionaliste d'extrême droite taille sa route, la Ligue du Nord, elle est en plein essor. Les élections passées, le juge Di Pietro se remet au travail. Il fait coffrer 8 entrepreneurs cités par Mario Chiesa. Et ce sont de bien plus gros poissons que Luca Magni. Avec l'espoir de sortir au plus vite de prison, ils se mettent à table à leur tour. Oui, ils ont bien donné des dessous-tables à Chiesa. Mais pas qu'à lui. Ils ont aussi payé pour des marchés publics d'hôpitaux, du métro de Milan ou du stade San Siro. Et tant d'autres. L'enquête commence à mettre au jour l'ampleur de la corruption dans la ville. Une corruption systémique qui ne sert pas uniquement à enrichir quelques fonctionnaires véreux, mais finance illégalement les partis politiques.
Alors, avec les aveux de cette poignée d'entrepreneurs, les noms qu'ils révèlent, l'enquête change d'échelle. C'est à vrai dire le début d'un gigantesque effet domino. Corrompus et corrupteurs, entrepreneurs, fonctionnaires et politiques se précipitent alors chez Di Pietro dans l'espoir de limiter les dégâts pour eux et d'éviter la prison. Les journalistes, eux, campent dans les couloirs du palais de justice et rendent compte presque en temps réel des allées et venues dans le bureau du juge. Antonio Di Pietro n'est pas prêt d'oublier cette frénésie. Et c'est à ce moment-là que l'omerta a été brisée. On faisait la queue devant chez lui. Je vais vous raconter toute l'anecdote. J'étais en train d'interroger un fonctionnaire. À un moment donné, le conseil d'administration l'avait mis en cause. Et il se trouve que ce fonctionnaire n'habitait pas loin du palais de justice. Alors, j'ai dit au carabinier, on va faire un truc tout de suite, avant qu'il ait le temps d'aller voir son avocat. Allez tout de suite le chercher, comme ça on fait illico une confrontation. Ils vont en bas chez lui, ils sonnent, et puis il m'appelle. Monsieur le juge, il est en train de tout nous confesser à l'interphone. On fait quoi? Je leur ai dit, mais attendez, dites-lui de descendre au moins. C'est pas vrai qu'on a forcé qui que ce soit à parler. On faisait simplement la queue devant la porte. À partir d'avril 1992, il ne se passe pas un jour sans une arrestation ou une ouverture d'enquête. La ville de Milan, considérée jusque-là non seulement comme la capitale économique de l'Italie, mais aussi comme sa capitale morale, est renommée par la presse Tangentopoli, littéralement la ville des pots de vin. À tel point que Pietro demande du renfort. Le 27 avril, le parquet lui associe 2 coéquipiers, Pierre Cabillo da Vigo, expert en crimes financiers, et Gerardo Colombo, connu pour avoir contribué à la découverte de la loge maçonnique illégale mafieuse et corrompue, P2. Le pool main propre est né. Le juge italien Giovanni Falcone a finalement subi la loi du crime organisé. L'incorruptible magistrat adversaire redouté de la mafia a donc été assassiné sur une route de Sicile. Le juge blindé, c'était son surnom, a littéralement sauté au volant de sa voiture sur une charge de 1000 kilos de tritol. Un événement tragique va soudainement déplacer l'attention de Milan vers Palerme. Le 23 mai 1992, en effet, le juge sicilien antimafia Giovanni Falcone, son épouse Francesca Morvillo et 3 membres de son escorte meurent dans un attentat mafieux. 2 jours plus tard, les funérailles des juges palermitans, authentiques héros de l'Italie, sont célébrées à Palerme en présence de 40 000 personnes. C'est le temps des larmes, mais aussi celui de la colère pour les Italiens. Elle a tenté de donner son pardon aux assassins, mais la révolte a été la plus forte. Avant de s'évanouir, cette jeune femme de 22 ans, mère d'un bébé de 4 mois, a crié « Ils ne changeront jamais ». Son mari, comme celui de ses femmes, était garde du corps du juge Falcone. À ces cris, la foule a d'abord répondu par d'autres cris, puis elle a préféré le silence et des applaudissements ont salué les 5 cercueils. L'archevêque avait fait l'inertie et la lâcheté des hommes politiques. La foule leur a dit la même chose à sa façon. Des sifflets et des insultes. Clown, assassin, a-t-elle crié aux responsables politiques. Les magistrats des poules main propres, qui connaissent bien le juge Falcone, assistent également aux obsèques. Mais eux sont applaudis par la foule. Les semaines passant, leur popularité ne fait que croître. Les Italiens, exaspérés par la corruption généralisée, prennent fait et cause pour le pool contre des politiciens qu'ils estiment tous pourris. En demandant enfin des comptes aux puissants, Di Pietro, da Vigo et Colombo font rêver. Les 3 hommes sont aussi soutenus que les buteurs de l'Inter Milan, l'un des 2 clubs historiques de la ville. Di Pietro en particulier devient une véritable rockstar. Grazie Di Pietro. Di Pietro ne lâche rien, peut-on lire par exemple sur les murs ou entendre dans des cortèges de soutien aux enquêtes. On porte même des t-shirts à son effigie. Dans les sondages de l'époque, la popularité de Di Pietro et du pool atteint les 80%. Le seuil des héros, comme l'écrit le quotidien Il Corriere della Sera, le quotidien du soir, comme son nom l'indique.
Mais le magistrat n'a guère le temps de profiter de la Di Pietromania. Le rythme des enquêtes s'emballe. Entrepreneurs, fonctionnaires, politiciens locaux de tous les partis sont mis en examen par dizaines, non seulement à Milan, mais désormais dans tout le pays. Pourtant, dans les hautes sphères des partis, on pense encore échapper au raz-de-marée. À tort. Le 3 juin 92, pour la première fois, le nom de Bettino Craxi est cité dans les procès-verbaux. Alors qu'il s'est jusque-là muré dans le déni, il change subitement de stratégie. Le 3 juillet 1992, il opte pour un discours vérité historique devant le Parlement. Ce qu'il faut dire, et ce que tout le monde sait, c'est qu'une grande partie du financement politique est irrégulière ou illégale. Les partis, en particulier ceux qui s'appuient sur de grands moyens ou petits appareils, des journaux, des activités de propagande, de promotion et d'association, et avec eux de nombreuses et diverses structures politiques, ont eu recours et ont recours à l'utilisation de ressources supplémentaires sous une forme irrégulière ou illégale. Si une grande partie de ces ressources doit être considérée comme purement criminelle, alors une grande partie du système serait un système criminel. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans cette assemblée qui soit politiquement responsable d'organisations importantes, qui puisse se lever et affirmer le contraire. Tout le monde est coupable, donc personne ne l'est. Voilà en substance ce que dit Craxi. Aucun parlementaire ne se lève pour le contredire, ni pour l'approuver. Pour seule réponse, l'ancien chef du gouvernement récolte un silence de mort. En admettant publiquement que la société italienne est gangrénée par la corruption et que les partis politiques en tirent des financements occultes depuis des décennies, il espère s'en sortir par le haut. Mais en termes judiciaires, ce ne sont ni plus ni moins que des aveux. Quelques mois après, en février, et après avoir tenté de discréditer le juge Di Pietro pour enrayer la machine judiciaire, il doit se résoudre à démissionner de son poste de premier secrétaire du PS, comme d'autres chefs de parti. Devant l'hécatombe, la classe politique cherche à répliquer. En mars 93, le gouvernement tente de faire passer un décret pour dépénaliser le financement illicite des partis politiques avec effet rétroactif. En clair, il cherche un moyen radical de mettre fin aux enquêtes et d'obtenir une amnistie généralisée. Mais la levée de boucliers dans la magistrature est totale. Et fait exceptionnel, le président de la République, Oscar Luigi Scalfaro, refuse de signer le décret. L'opération main propre est sauvée. Mais le monde politique est bien décidé à résister, encore et toujours. Par exemple, pour poursuivre Bettino Craxi, les magistrats doivent obtenir l'autorisation du Parlement. Et ils ne l'auront pas. Le 30 avril 93, la Chambre rejette 4 des 6 demandes de poursuite de Craxi pour corruption et recel. Une obstruction insupportable pour beaucoup d'Italiens. 10 mois après le début de l'opération main propre, Craxi est devenu le symbole de la corruption. Le jour même, des manifestations éclatent dans plusieurs villes. Dans un climat presque révolutionnaire, une foule exaspérée se rassemble devant l'hôtel Raffaele, à Rome, où se trouve Craxi. Quand il en sort, les manifestants lui jettent tout ce qu'ils ont sous la main, cailloux, cigarettes et surtout des pièces de monnaie. Certains brandissent des billets de 1000 lire et chantent « Bettino, vuoi pure queste ?» C'est-à-dire « Bettino, tu veux cela aussi ?» Le voilà. Il jette de tout. Attention. Attention, on en reçoit aussi. De la monnaie, de tout. Il lance de tout. La scène signe la mort politique de Craxi et marque symboliquement la fin de ce qu'on appellera désormais la Première République italienne. Les 5 formations centenaires, dont les 2 grands partis de gouvernement qui font la vie politique italienne depuis presque 50 ans, autrement dit la démocratie chrétienne et le Parti socialiste, sont laminés. Le pool de magistrats, lui, est au fait de sa gloire. Mais le vent va tourner. Et la nature ayant horreur du vide, un homme va s'engouffrer dans la brèche, un certain Silvio Berlusconi. France Inter, Affaires sensibles.
L'opération Main Propre, démarrée début 92 et qui a mis au jour un système de corruption généralisé en Italie, décime le monde politico-économique italien. C'est pourtant au printemps 93 que la plus grosse affaire, l'affaire Elimont, éclate. Elle devient l'épicentre des secousses. Les magistrats découvrent en effet que 150 milliards de lire de pots de vin ont été versés lors d'une tentative de fusion ratée entre deux pôles de l'industrie chimique italienne, l'ENI, ENI, une société contrôlée par les partis, et Montedison, une entreprise privée. La mère de tous les pots de vin, comme l'appelle immédiatement la presse. Le scandale, gigantesque, implique deux des hommes les plus riches d'Italie. Gabriele Cagliari, président de l'ENI, et Raoul Gardini, président de Montedison, l'une des figures les plus emblématiques du capitalisme familial transalpin et symbole de l'industrie italienne triomphante des années 80. Le 9 mars 1993, Cagliari est arrêté. Après plus de 4 mois de détention provisoire, il met fin à ses jours dans sa cellule en s'asphyxiant avec un sac plastique. Il laisse derrière lui plusieurs lettres d'explication, dont une à sa famille, dans laquelle il attribue sa mort au juge Antonio Di Pietro et ses collègues. Je suis sur le point de vous infliger une nouvelle et très grande douleur. J'ai réfléchi intensément et j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter ce déshonneur. La criminalisation de comportements qui étaient ceux de tous, des magistrats eux-mêmes, même à Milan, n'a mis hors jeu que quelques-uns d'entre nous, nous abandonnant au pilori et au ressentiment de l'opinion publique. La main lourde, déséquilibrée et injuste des juges a fait le reste. Ils nous traitent vraiment de manière inhumaine, comme des chiens qu'on enverrait à la fourrière. Raoul Gardini, l'ancien président de Montedison, lui n'ira jamais en prison. 3 jours après le suicide de Cagliari, à la veille de son interrogatoire par Antonio Di Pietro, il se tire une balle dans la tête à son domicile milanais. En Italie, c'est la stupeur. Quoi, même Gardini, même cet homme solide au succès insolent, toujours bronzé, champion de voile. Le choc est d'autant plus grand que les deux hommes ne sont pas les premiers suicidés en marge de l'opération Main Propre. Gardini est le 11e. En tout, 41 industriels et politiques choisiront la mort plutôt que d'affronter la prison et le déshonneur. Les critiques contre le pool de magistrats se font alors de plus en plus dures. Ses méthodes font polémique. Son utilisation de la détention provisoire en particulier. Les magistrats sont accusés d'en abuser pour faire craquer et obtenir au forceps aveux et délations. Au mépris de l'état de droit, dit-on. Cette version des faits reste encore, 30 ans après, très ancrée en Italie chez les détracteurs des enquêtes. Les magistrats agissent pourtant dans le respect du code pénal et utilisent la détention pour empêcher la disparition des preuves. Et ils ne s'en laissent pas compter. Pierre Camillo da Vigo, l'un des 3 magistrats, aura d'ailleurs ces mots pour ceux qui tenteront de faire peser sur le pouls la responsabilité morale des suicides. Il disait: la mort d'un homme est toujours un événement dramatique, mais je pense que les conséquences des crimes retombent sur ceux qui les commettent et non sur ceux qui les découvrent. En octobre 1993 s'ouvre le procès Elimont, symbole de l'opération Main Propre, en l'absence des 2 principaux protagonistes pour les raisons que l'on sait. Diffusé en direct sur la RAI, le procès s'invite dans tous les foyers du pays. Sur le banc des accusés, un seul homme, Sergio Cusani, conseiller financier à la fois de Raoul Gardini, récemment suicidé, et de la nomenclatura italienne. Les Italiens assistent quotidiennement au bras de fer musclé entre Antonio Di Pietro et l'avocat de Cusani. Tous les principaux leaders politiques et protagonistes de Tanghetto Poli, que les Italiens pensaient intouchables, défilent à la barre comme témoins. Sous le feu des questions du juge, implacable et en pleine forme cathodique, c'est un peu sauf qui peut. Chacun adopte une stratégie de défense différente. Bettino Craxi, l'ancien secrétaire du PSI, continue d'affirmer, bravache, que le financement occulte des partis depuis l'après-guerre était connu de tous, et que, qui ne voyait pas, ne voulait pas voir. Arnaldo Forlani, un temps tout-puissant secrétaire démocrate chrétien, joue les amnésiques. Un financement illégal des partis en Italie, tout le monde en parle, c'est vrai, mais lui, vraiment, il ne sait rien. Les images de Forlani, livides, tremblants, deviennent le symbole de la défaite du pouvoir. À l'issue du procès, qui tient l'Italie en haleine pendant 6 mois, Di Pietro prononce son réquisitoire.
L'éloquence poétique au service de la justice. Pendant 3 jours et demi, presque sans discontinuer, le juge Di Pietro, l'homme de Mani Pulite et le tombeur de la première République italienne, a livré son réquisitoire dans la plus grande affaire de corruption qu'il ait dévoilée, l'affaire Eninmont. Le tout en direct à la télé. Tantôt fougueux, tantôt ironique, tantôt débraillé, mais toujours pédagogue. Il a introduit l'électronique dans le prétoire. Il montre au tribunal et aux téléspectateurs les organigrammes, les preuves, les procès-verbaux d'interrogatoire. Et il en arrive aux conclusions. Tout le monde a touché, tous les hommes politiques, en tout 535 millions de francs. Face au procureur et à ses 7000 pages de dossier, un seul homme pendant les 5 mois du procès, Sergio Cusani. Il n'a pas dit un mot lorsque Di Pietro a demandé contre lui le maximum, 7 ans de prison, mais son regard en disait long. Cusani, le super intermédiaire du super pot de vin Eninmont, écope de 8 ans de prison. Mais les politiciens impliqués échappent encore aux poursuites grâce à leur immunité parlementaire. Or, cette dernière digue s'apprête à céder. Le 19 novembre 1993, le Parlement affaibli cède et vote une loi qui autorise les juges à poursuivre leurs enquêtes, notamment celle sur Bettino Craxi. Acculé le 5 mars 1994, juste avant que la justice italienne ne saisisse son passeport, l'ancien chef du gouvernement prend la fuite à Hammamet, en Tunisie, et se place sous la protection de son ami Ben Ali. Jusqu'à sa mort, il se dira victime d'un complot politico-judiciaire qui avait pour but la destruction des partis. Pas vraiment la même version que celle de Di Pietro, qui lui préfère parler de cavale. La justice est intervenue. Elle transforme le paysage politique italien en champ de ruines. La coalition formée autour du Parti démocrate de gauche est la grande favorite des élections législatives anticipées qui doivent se tenir au printemps. Mais un homme va surprendre tout le monde. Silvio Berlusconi. Richissime patron du 2e groupe économique d'Italie, la Fininvest, il a fait fortune dans l'immobilier et il a créé le marché de la télévision privée en Italie. Quelques mois auparavant, sans aucune expérience politique, il a annoncé la création d'un nouveau parti de centre-droit, Forza Italia. Allez l'Italie, l'homme est aussi le président et le propriétaire du prestigieux club de foot, le Milan AC, 7 fois champion d'Europe, et dans ce pays, ça compte. Dans une déclaration préenregistrée, Berlusconi, sourire séducteur et voix enjôleuse, déclare briguer la présidence du Conseil. Nombreux sont ceux alors qui pensent qu'il veut avant tout protéger ses entreprises des accusations de corruption. C'est peut-être vrai, mais c'est aussi un tournant, parce qu'une force de frappe médiatique et privée entre du jour au lendemain en politique. L'Italie est le pays que j'aime. Ici, j'ai mes racines, mes espoirs, mes horizons. C'est là que j'ai appris de mon père et de la vie mon métier d'entrepreneur. C'est là que j'ai appris ma passion pour la liberté. J'ai choisi de descendre dans l'arène et de prendre en charge les affaires publiques parce que je ne veux pas vivre dans un pays illibéral, gouverné par des forces immatures et par des hommes qui sont étroitement liés à un passé politiquement et économiquement en faillite. Afin de pouvoir faire ce nouveau choix de vie, j'ai démissionné aujourd'hui de toutes les charges du groupe que j'ai fondé. Pendant les mois de scandale main propre, Berlusconi surfe sur la vague, soutenant les juges de poule. Les Italiens applaudissent les enquêtes, lui aussi. Les gens aiment Di Pietro, ils le mettent en couverture des magazines de son groupe avec des unes comme Di Pietro, fais-nous rêver. Alors une fois lancé en politique, évidemment, il jure de laver plus blanc que blanc. Il promet une Italie propre. À Milan, lors du lancement de sa campagne, il martèle « Je représente l'Italie des travailleurs et pas des baratineurs. L'Italie qui produit et pas celle qui gaspille. L'Italie qui épargne et non celle qui vole. L'Italie des gens comme il faut et non plus celle des vieux partis. » Le message de l'industriel est des plus simples. Les partis sont corrompus, moi non. J'ai bâti mon empire tout seul et j'ai créé de la richesse pour ce pays, alors votez pour moi. Et ça marche.
Silvio Berlusconi parvient à incarner l'aspiration au changement des Italiens. Et il remporte les élections législatives de mars 1994 et devient président du Conseil. Au moment de former son premier gouvernement, il approche Antonio Di Pietro. Il le veut au ministère de l'Intérieur. Il ne perd pas le nord, le Cavaliere. En intégrant le juge à son équipe, il espère s'arroger son aura et sa réputation anticorruption. Et surtout, il assure ses arrières. Il sait que les juges ne vont pas tarder à remonter jusqu'à lui s'ils continuent leurs enquêtes. La réponse du magistrat, d'ailleurs, ne se fait pas attendre. Merci de la proposition, mais c'est non. Le devoir l'appelle encore et toujours au parquet de Milan. Le nouveau chef du gouvernement tentera bien sa chance avec les deux autres juges du pool, Davigo et Colombo, mais sans plus de succès. Et pendant ce temps, l'étau ne cesse de se resserrer autour de Berlusconi. Quelques mois à peine après sa nomination, les magistrats enquêtent sur les cadres de Fininvest, son groupe de publicité. Et le 22 novembre 1994, le parquet de Milan ouvre officiellement une enquête sur lui pour versement de pots de vin à l'administration fiscale, lorsqu'il était encore en responsabilité à la tête de son empire industriel et médiatique. De mauvaise humeur, Berlusconi, les lèvres pincées, prêt à en découdre. Et on le serait à moins. Le président du Conseil italien a appris ce matin, en lisant le Corriere della Sera, qu'il était l'objet d'une enquête judiciaire. La confirmation est arrivée plus tard. Des carabiniers sont venus lui apporter une convocation en bonne et due forme du procureur de Milan, Francesco Borrelli. Berlusconi, en pleine conférence sur la criminalité à Naples, traité comme un vulgaire malfrat. Une convocation par les juges milanais, qui plus est au cours d'une conférence sur le crime organisé auquel participent 158 pays, c'est une vraie déclaration de guerre pour Silvio Berlusconi. Alors il se déchaîne contre le pool, main propre, et contre Antonio Di Pietro en particulier. Tous les coups sont permis. Les chaînes du groupe de télé privé du président du Conseil, et aussi les chaînes publiques sur lesquelles il a désormais un droit de regard, tapent quotidiennement sur le juge. Accusé de tout et de n'importe quoi, il finit par être discrédité, à l'usure. Alors, après presque 1000 jours sous les projecteurs, lassé des campagnes de dénigrement, Di Pietro dit basta. Il rend son tablier. Un mois plus tard, son ennemi juré Silvio Berlusconi, affaibli par les affaires, est également contraint de démissionner. Dans cette démêlée avec Di Pietro et ses collègues, il garde jusqu'à aujourd'hui une haine obsessionnelle de la magistrature. Durant toute sa carrière politique, qui sera longue, il n'aura de cesse de vouloir réduire le pouvoir des juges, qui, eux, ne se lasseront jamais de le poursuivre. Quant à l'opération main propre, elle finira par s'essouffler, et politiciens et affairistes reprendront les bonnes vieilles habitudes. Entre-temps, les passages de Berlusconi aux affaires, entre vulgarité et grotesque, auront sérieusement écorné l'image de l'Italie. Aujourd'hui, ce pays, république parlementaire jusqu'au bout des ongles, troisième puissance de la zone euro et deuxième puissance industrielle d'Europe, est gouverné par une large coalition nationale qui réunit quasiment tous les partis de l'échiquier politique, de droite comme de gauche, ainsi que des populistes, sous la houlette d'un Premier ministre qui jouit d'une grande aura internationale, Mario Draghi, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, l'exact opposé de Berlusconi. Terre sensible aujourd'hui, opération main propre en Italie. Notre invité Jean-Louis Briquet, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS et à l'Université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la République italienne, vous êtes spécialiste de l'Italie version République parce que l'Italie n'a pas toujours été une République. Comment expliquer que le scandale a éclaté à ce moment-là, au début des années 90? Quels étaient les éléments en présence qui ont permis de faire cette opération main propre alors que les mains n'étaient pas propres depuis un certain temps en Italie? C'est vrai, c'est pas un paradoxe, mais enfin en tout cas une question qu'on peut se poser, c'est que des affaires de corruption, il y en a eu beaucoup en Italie avant 92, donc avant l'explosion de main propre. Et pourtant, ça n'a pas donné les effets politiques qu'on vient de voir dans l'émission. Alors, comment expliquer ça? Alors, je pense qu'il y a quand même un phénomène quand même important, c'est que les années 80 sont des années où ces phénomènes de corruption prennent une ampleur absolument considérable, inédite, et deviennent absolument centrales dans le financement des partis politiques, dans aussi les hiérarchies internes des partis politiques. C'est-à-dire que certains sociologues ont parlé d'hommes politiques d'affaires. Donc, les hommes politiques qui sont les plus dans ces milieux affairistes, dans ces réseaux de corruption, ce sont ceux qui commencent à avoir le plus de pouvoir au sein des partis, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc il y a quand même un effet. Les magistrats en 92, enfin dans les années 90,
ont, je dirais, plus de biscuits aussi à se mettre sous la dent, parce qu'il y a quand même des affaires de corruption qui sont très très diffusées. D'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que ce qui va se jouer aussi dans Tangentopoli, qui va expliquer la nouveauté, c'est que les affaires de corruption vont pas rester cantonnées, par exemple, à une ville ou à une entreprise ou à un parti politique. Elles vont se diffuser. On a beaucoup parlé, bon, évidemment, du parquet de Milan, mais le parquet de Rome est très actif aussi, le parquet de Venise a été actif, enfin toute une série d'autres parquets. Les magistrats sont en contact entre eux, ils se donnent de l'information. Et puis dans le sud de l'Italie, il y a toutes les affaires politico-mafieuses qui sont d'une certaine manière un peu le pendant, pourrait-on dire, de Tangentopoli dans le nord, puisque elles traitent aussi ces phénomènes de corruption. Donc je pense que quand même l'important, c'est que dans les années 80 se passe quand même quelque chose qui fait que le phénomène gagne de l'ampleur. Alors, vous parlez des années 80, tout ce qui se passe en Italie, dans la société et en politique, et plus ou moins représente plus ou moins, pas toujours, mais souvent, des conséquences des fameuses années de plomb. Est-ce que les années de plomb, donc les années de terrorisme, à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite, avec les brigades rouges d'un côté et les néofascistes de l'autre, bref, est-ce qu'on peut établir un rapport entre ce qui s'est passé pendant les années de plomb et ce grand lavage de 92? Est-ce que là encore, ces années de plomb ont une influence? Ou pas? C'est possible qu'elles n'en aient pas, d'ailleurs. Je sais pas. Alors, elles peuvent avoir sûrement, elles ont des influences un peu, je dirais, dans différentes directions. Une influence quand même, parce que c'est un deuxième facteur, pourrait-on dire, de l'explosion Tangentopoli en 92, c'est une magistrature très puissante et très autonome du pouvoir politique. Alors, étrangement, enfin pas étrangement, mais c'est vrai que la lutte contre le terrorisme, donc contre les années de plomb, a été une période très importante aussi d'affirmation de la magistrature, de son pouvoir, de cette capacité d'intervention dans la société, dans la politique, et puis cette capacité d'autonomie. Donc ça, c'est très important. Autre chose aussi peut-être qui a joué, c'est que des tolérances aux illégalismes, aux irrégularités qui ont été très fortes, pouvaient être aussi justifiées dans les années 80 par la nécessité, ou dans les années 70 aussi, par la nécessité d'avoir un système politique qui tenait contre différentes menaces, la menace terroriste, mais aussi la menace communiste, enfin la menace en tout cas d'une prise de pouvoir par les communistes. Bon, on va pas rentrer dans le détail de l'histoire de l'Italie, mais c'est relativement important. C'est pas pour rien aussi que vous avez cité Craxi, que Craxi dit tous les partis ont été financés de manière irrégulière, mais dans le même discours, il rajoute et la démocratie italienne a tenu grâce aux partis, donc il dit pas ça comme ça, mais enfin quasiment il dit elle a tenu grâce à des pratiques irrégulières. C'est un régime parlementaire. Voilà. Et donc d'une certaine manière, on peut se demander aussi si, au motif qu'il fallait défendre cette démocratie italienne contre un ensemble de menaces, si le prix à payer pour conserver une force au parti, etc., était de la corruption, ou en tout cas de la tolérance sur un ensemble de pratiques irrégulières, pourquoi pas? C'est en gros ce que dit Craxi, puis pour ce sens-là, je pense qu'il est assez symptomatique de ce que doivent penser beaucoup de gens de sa génération. D'ailleurs, l'Italie montre sa démocratie, montre à quel point c'est une démocratie solide, moderne, contemporaine, et vous le disiez vous-même, c'est la liberté des juges par rapport au pouvoir politique. C'est vraiment la réponse démocratique à une attaque de la démocratie. Voilà, ils ont une très grande capacité d'action. D'ailleurs, quand on les accuse de faire de la politique, que ce soit Berlusconi ou d'autres, parce qu'ils ont été, il y a un article, je crois, qui est publié en 93 des juges du pool anticorruption de Milan qui disent nous obéissons à la loi et pas à la rue. Et c'est vrai que ça leur donne une force absolument considérable de pouvoir avoir la capacité de se présenter avec raison d'ailleurs et légitimité comme les défenseurs d'un état de droit que le politique en général, les hommes politiques en général auraient, dont les hommes politiques auraient abandonné la défense. Et c'est vrai que la magistrature va se construire. Elle l'a fait un petit peu avant, mais en 92, elle le fait beaucoup, comme une des instances de l'appareil d'État qui est en mesure de sauvegarder le caractère démocratique du régime. Avec en plus cette dimension héroïque pour Falcone, Borsellino, Chiesa. Il y a un général Dalla Chiesa, pas l'autre. Pas le Mariol. Voilà, mais ça compte aussi, j'imagine, en Italie, cette dimension héroïque du juge qui va jusqu'au bout, au péril de sa vie. Ils l'ont incarné, cette dimension. Ils l'ont incarné d'ailleurs pour beaucoup, d'entre eux, notamment dans le sud et dans les luttes anti-mafia, ils l'ont incarné parce qu'ils ont été assassinés, donc il l'a incarné de manière dramatique. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, on le voit bien dans les documents sonores que vous avez présentés avant, on voit bien aussi que cette période de 92-93 en Italie, c'est une période, on va pas dire révolutionnaire, parce qu'il n'y a pas de révolution, mais quasi révolutionnaire. On voit quand même que l'assassinat de Falcone, c'est quelque chose de très très émouvant, Palerme est vide, il y a énormément de monde, que quand les gens jettent de la monnaie sur Craxi, ça c'est repris dans la presse,
etc. Il y a un climat quasi insurrectionnel. C'est aussi pour ça que les hommes politiques, la classe dirigeante de l'époque expérimente sa faiblesse, son impuissance à faire front. Ce qui là aussi est une grande nouveauté par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est qu'avant les hommes politiques avaient toute une série de dispositifs pour faire front face aux accusations de corruption. Bon, l'immunité parlementaire notamment. Et puis à partir de 92, ils n'y arrivent pas complètement. Alors ça m'amène aussi peut-être à une autre raison de ce qui se passe en 92-94, ce qu'il y a aussi au sein même de la classe politique italienne des jeunes générations, des partis politiques, ou des réseaux de partis politiques, etc., qui appuient l'opération anticorruption parce que c'est une manière pour eux aussi de retrouver une certaine dignité, puis peut-être, mais aussi de remplacer les vieux. Enfin, je parle très vite, très sommairement. Mais si vous voulez, renouveler le paysage politique, le personnel politique qui s'était installé dans les années 50 et qui contrôle tous les réseaux d'accès au monde politique depuis les années 50, ou depuis la guerre, depuis l'après-guerre. Et puis pour l'image de l'Italie, j'imagine aussi que pour les Italiens, c'est une bonne chose. Mais bien sûr, pour l'image du pays, parfois très sévèrement et très injustement critiquée. C'est aussi la période où l'Italie mais s'intègre de plus en plus dans l'Union européenne, dans un marché économique unifié, où là les enjeux sont absolument considérables, et où une partie, disons, des modernisateurs de l'appareil d'État ont une seule envie, effectivement, c'est de mettre un petit peu en arrière et c'est cette image négative d'une Italie corrompue. On va se retrouver. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Jean-Louis Briquet, rappelons qu'aujourd'hui, 23 mai 2022, c'est le 30e anniversaire de l'assassinat du juge Falcone, précisément. Oui, effectivement, oui. À côté de Palerme. Tout près de Palerme, un assassinat très... Là aussi, on parlait des aspects dramatiques de cette période de l'histoire de l'Italie. C'est vraiment dramatique, d'ailleurs, en lui-même, mais aussi par la forme qu'il prend. C'est une bombe qui explose sur l'autoroute. Il y a des dizaines de mètres d'autoroute qui sont détruites. Il y a 5 morts. Donc lui, sa femme et, je crois, si je ne me trompe pas, 3 hommes d'escorte. C'est quelque chose qui est très symbolique de cet aspect dramatique de la période que vit l'Italie en 92-93. Assassinat commandité par Totorina, le chef de Cosa Nostra, de la branche Corleonese. Oui. Dans une période, probablement une espèce d'acmé de la violence, notamment cette sorte de guerre que les Palermitans et les Corleonese se sont livrés à Palerme. Je reviens sur notre histoire. Alors, la question qu'on se pose toujours, c'est après cette opération main propre, est-ce que les mœurs ont été plus propres? Est-ce qu'aujourd'hui, en Italie, il y a pas plus de problèmes de corruption politique qu'on en connaît en France ou dans d'autres pays? C'est très difficile à dire parce que, par définition, la corruption, c'est un phénomène caché. Donc, ce qu'on repère, c'est pas tellement les pratiques de corruption, c'est les manières c'est quand on lutte contre elles qu'on les voit, enfin nous, en tout cas, qu'on les voit apparaître. Qu'il continue à exister de la corruption en Italie comme dans d'autres pays européens ou ailleurs, c'est quasi manifeste. Oui, c'est manifeste. Par contre, c'est vrai que ce qu'a mis en évidence cette Tangentopoli, cette période-là de l'histoire de l'Italie, c'est un système quand même de corruption, c'est-à-dire un système de financement des partis politiques organisés, un système de hiérarchisation au sein des partis politiques, dans lesquels l'affairisme, pour le dire vite, était vraiment structurant. Je pense pas que ça soit la même chose maintenant. Il y a peut-être des formes d'affairisme différentes, il y a peut-être mais je pense pas quand même qu'il y ait un mode d'organisation, pourrait-on dire, de la politique, dans lequel la corruption ou les phénomènes de corruption ou l'affairisme avait une telle place. Et en ce sens-là, il y a quand même une réussite de main propre et des juges italiens. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'Italie a un caractère particulier, on ne lui envie pas forcément, elle est une mafia. Une mafia italienne, elle est connue. Est-ce qu'elle a eu un rôle dans toute cette affaire et où se place-t-elle? Alors, ce qui se passe plutôt dans ce moment-là, c'est que la question mafieuse va devenir va un peu transformer en 92. C'est-à-dire que des procès contre la mafia comme organisation criminelle, ses activités, etc., trafic, tout ce qu'on veut, raquettes, même terrorisme, il y en a eu bien avant, etc. Ce qui va beaucoup changer en 92-94, c'est que des hommes politiques vont être impliqués pour collusion avec la mafia, dont un des plus connus, Giulio Andreotti, qui était vraiment un des grands notables de la démocratie chrétienne, un grand dirigeant italien qui est accusé de proximité avec la mafia. Bon, je passe sur le procès qui ensuite va durer très très longtemps avec donc ce qui est intéressant, c'est que ce qui honore est pensé dans les termes de la corruption
et qui va devenir un instrument de délégitimation de la classe politique dominante. Au sud, va se jouer plutôt, alors c'est vrai aussi à Naples, va se jouer dans les procès pour collusion politico-mafieuse. Et c'est ça qui va jouer un rôle important. Il y a eu des tentatives ensuite pour impliquer Berlusconi dans des procès de ce type ou de certains de ses proches qui ont, pas entrer en détail lui-même, mais en tout cas Berlusconi n'a jamais été impliqué directement, en tout cas condamné pour ce type de problème. Ça paraît clair, Berlusconi n'est pas élu que parce qu'il y a main propre, mais enfin ça lui dégage le terrain. C'est paradoxal aussi, c'est un petit peu comme des révolutions qui accouchent de dont elles ne voulaient pas accoucher, c'est-à-dire c'est Thermidor pourrait-on dire. Hein. C'est même caricatural comme exemple. Parce que à la fois Berlusconi c'est l'inverse de ce que de main propre pourrait-on dire, c'est un homme politique qui était impliqué dans les réseaux affairistes, ça a été démontré, qui était très proche de Craxi, etc. Donc qui était très proche de ce système que main propre mais à bas. Et en même temps, c'est celui qui en profite dans le sens où il se retrouve en situation de pouvoir incarner ce que l'opération main propre permet de créer en Italie, c'est-à-dire d'incarner un sauveur, quelqu'un qui vient pas du sérail, quelqu'un qui va devenir l'homme nouveau. Et bon, on l'a bien vu dans ce que vous avez montré tout à l'heure, où il joue beaucoup là-dessus, il incarne l'homme nouveau contre les vieux partis, contre la politique des gens qui parlent, et lui, il agit, etc. Donc c'est très paradoxal parce que ce moment politique très particulier va permettre à l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui, d'une certaine manière, est l'exact opposé et l'incarnation aussi de ce que le moment politique veut dénoncer. C'est un des grands paradoxes de l'histoire. Ce sera pas le seul, je pense, en Italie, mais c'est un paradoxe que certains Italiens ont vécu avec beaucoup de douleur. Je pense à une partie de la gauche italienne, mais aussi aux magistrats, qui très vite, à partir de 94, alors qu'ils avaient pensé, et ils avaient eu un soutien d'opinion publique et du monde politique et du monde institutionnel qui était très très fort, tout d'un coup, à partir de 94, là, vont se retrouver délégitimés, critiqués, contestés, accusés d'être des communistes politisés, etc. Alors, un dernier mot sur les mafias italiennes. Donc, on connaît les principales, Cosa Nostra en Sicile, 'Ndrangheta en Calabre, on va revenir sur 'Ndrangheta, et la Camorra du côté de Naples. Alors, 'Ndrangheta a pris le pouvoir apparemment sur l'activité mafieuse, et les deux autres seraient en fort recul. Qu'en est-il? Alors, ce que je crois savoir, c'est qu'effectivement la mafia sicilienne, qui a toujours été la mafia, la mère des mafias, on pourrait en dire, et donc une des mafias les plus puissantes, a été quand même très touchée par les grands procès, par l'action judiciaire, etc. Et que donc toute une série d'activités se sont déplacées, notamment vers des mafias qui étaient moins visibles, pourrait-on dire, moins vulnérables aux enquêtes judiciaires, et qui étaient dans des positions aussi à la fois géographiques et organisationnelles, en mesure de prendre en charge tout un ensemble de grands trafics, notamment trafic d'armes, trafic d'êtres humains, etc. Et donc c'est vrai que la mafia calabraise a eu cette capacité de se construire comme une mafia très puissante. Surtout que c'est diffusé aussi dans des régions limitrophes et puis dans le reste de l'Europe, et d'acquérir cette position de pouvoir prédominant. Merci infiniment Jean-Louis Briquet. Hier, c'est Arte rediffusait le film de Marco Bellocchio, Le Traître, qui raconte l'histoire de Bruschetta, Le Repenti. Film extraordinaire, si vous avez l'occasion de le revoir, n'hésitez surtout pas. Merci Jean-Louis Briquet, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'opération Mani Pulite, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.